Donc Léo Fauconnet, directeur du département Habitat et Société, l'Institut Paris Région. L'Institut Paris Région est plus connu sous un certain nombre, pour un certain nombre d'acteurs sous son ancien nom, qui était Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Île-de-France. L'Institut a été créé dans les années 60 par Paul Delouvrier, à la demande du général de Gaulle dans le grand projet des années 60 de réorganisation de la région parisienne. Et l'Institut a été créé pour comprendre le fonctionnement de ce qui n'était pas encore la région Île-de-France à l'époque, et avant tout euh, construire les grands documents de planification qui ont permis de faire de l'Île-de-France ce qu'elle est aujourd'hui, une région complexe, mais une région néanmoins organisée. Et donc, nous réalisons de nombreuses études pour comprendre toujours ce fonctionnement du territoire, et de la population, des acteurs économiques, et puis également pour aider les collectivités territoriales dans la mise en œuvre de leur politique publique. Donc, moi, je suis directeur du département Habitat et Société. Je vais, en même temps que je dis ça, commencer à partager ma présentation. Mais je suis à l'origine urbaniste et politiste. J'ai travaillé pendant de nombreuses années sur les questions de réorganisation institutionnelle de l'Île-de-France et accompagner un certain nombre d'acteurs à la fois dans la compréhension de l'organisation institutionnelle de l'Île-de-France et la proposition d'une organisation différente. Et donc c'est à ce titre que j'interviens aujourd'hui. Donc si mon écran est bien visible, je vous propose donc de commencer par euh, un visuel, je pense que vous connaissez bien, qui est celui de à la fois la géographie de l'Île-de-France et posé sur cette géographie de son organisation institutionnelle. Je pense que c'est quelque chose d'important à avoir en tête. Je vais y revenir à l'instant. Euh, on a en Île-de-France une région très particulière qui est de toute petite taille par rapport aux autres régions, 12 000 km², qui est surtout plus que vraiment une région, qui est surtout une grande métropole avec cet espace urbain central et des territoires autour qui, s'ils peuvent avoir une configuration plus rurale ou périurbaine, ces territoires autour ont des liens très forts avec le pôle urbain central. L'ensemble de la région de France est couvert par l'aire métropolitaine fonctionnelle de Paris, et donc l'ensemble de ces territoires sont très largement interconnectés. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que désormais, ce territoire cumule à la fois une organisation administrative classique, qui est celle de la France, avec, on le voit là en bas, l'empilement des différentes strates territoriales, cette complexité de millefeuilles de strates territoriales empilées les unes au-dessus des autres, la très grande fragmentation communale, hein, qui est la particularité du système décentralisé en France. On a, vous savez, 35 000 communes en France, 1266 en Île-de-France. C'est vraiment, s'il y a une particularité de notre système territorial par rapport au reste de l'Europe, c'est celui-ci, c'est d'avoir une cellule d'action publique de base qui est une commune qui est de toute petite taille. Il y a 5000 communes en Allemagne, hein, pour avoir un élément de comparaison. Un système qui cumule à la fois cette organisation classique française et en même temps des éléments de spécificité, d'organisation particulière qui ont été pensés dans la dernière décennie et qu'on voit apparaître ici un petit peu avec notamment la métropole du Grand Paris au centre, les intercommunalités sur la périphérie. Mais je vais y revenir plus dans le détail. Donc une fois qu'on a regardé la carte, je vous propose de revenir un petit peu sur l'histoire institutionnelle, des choses que probablement vous avez en tête, hein. J'ai pas précisé le fait que donc la grande question à laquelle on est censé répondre ensemble ce matin, c'est qui fait quoi en Île-de-France? C'est une question qui pourrait nous occuper de nombreuses heures et qu'on va pas pouvoir épuiser là l'espace de 45 minutes, 1 heure. Mon objectif, c'est plus de vous donner des grands jalons, des grands éléments de compréhension, et puis de vous guider vers les ressources qui vous permettront éventuellement, chacune dans vos contextes institutionnels particuliers. Toutes les communes d'Île-de-France ne se ressemblent pas du fait de leur taille, du fait de leur positionnement géographique, du fait de leur histoire institutionnelle. Vous avez donc forcément des questionnements qui sont différents.
Et donc, ce que je vous propose, c'est vous donner des grands éléments de compréhension que vous pourrez bien sûr approfondir. Je conclurai sur les éléments d'approfondissement et les ressources disponibles. Donc, je pense que vous avez en tête l'histoire de notre décentralisation française qui commence bien avant 1981. Hein. On pourrait dire que la décentralisation, d'une certaine manière, pour ce qui est de notre histoire moderne, elle commence avec la Révolution française et la création des départements, le renforcement du pouvoir communal. Elle s'accélère à la fin du 19e siècle avec là aussi des lois sur les responsabilités locales. Les premières formes d'intercommunalité, enfin de coopération intercommunale apparaissent également à la fin du 19e siècle. Néanmoins, on parle décentralisation à partir du début des années 80, bien sûr sous François Mitterrand, avec les lois de fer, avec un premier grand acte de décentralisation qui a eu lieu dans les années 80, avec la pleine démocratisation des échelons communaux, départementaux, régionaux. Ensuite, un deuxième acte qui est identifié comme la période Chirac-Raffarin, avec notamment la loi liberté et responsabilité locale, les réformes constitutionnelles de cette époque-là, qui ont très fortement augmenté les transferts de compétences de l'État vers les collectivités territoriales, et donc d'une certaine manière renforcer la décentralisation. Et puis, pour ce qui nous concerne un peu plus spécifiquement, on aurait connu un acte 3 de la décentralisation, souhaité comme tel par le président de la République François Hollande, mais qui en réalité est plutôt une grande période de réforme institutionnelle qui commence dès le mandat de Nicolas Sarkozy, hein, dans la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, donc sous un gouvernement François Fillon. On a déjà tout un ensemble d'éléments qu'on va retrouver dans la période suivante jusqu'à la fin des années 2010 en termes de réformes sur lesquelles je vais revenir et qui nous permettent de comprendre dans quelle organisation on est aujourd'hui. Donc, je rentre pas plus dans le détail sur l'ensemble de cette chronologie et des différents textes. Ce document, il vous sera adressé, vous pourrez vous y référer pour approfondir, et je serai bien sûr aussi à votre disposition pour répondre à des éventuelles questions. Donc, je disais que notre organisation institutionnelle, pour comprendre le qui fait quoi, il faut regarder les transformations, notamment qui ont été poussées dans le cadre de la décennie 2010. Et la première grande transformation que je souhaite vous soumettre, c'est celle d'un renforcement de l'idée de spécialisation des compétences par niveau. C'est-à-dire, si on se pose la question du qui fait quoi en Île-de-France au niveau des collectivités territoriales, forcément, on va se demander, est-ce que tel niveau est compétent pour tel type d'action? Est-ce que tel type d'action peut être bien identifié comme relevant spécifiquement d'un niveau et pas des autres? Ça, c'est une question qui reste éminemment complexe. Effectivement, les lois des années 2010, c'était le cas déjà dans la loi RCT de 2010, ça a été repris dans les lois MAPTAM et NOTRe de 2014-2015, ça a même été ensuite repris dans la loi 3DS sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Toutes ces lois portent l'idée qu'il faut aller plus loin dans la spécialisation des compétences des collectivités, c'est-à-dire de dire une collectivité a des compétences bien identifiées et elle les partage le moins possible avec les autres niveaux. Est-ce qu'aujourd'hui, le système dans lequel on évolue, il aboutit à cette logique de spécialisation? Je dirais oui et non. Là aussi, je vais avoir du mal à vous dire vraiment précisément qui fait quoi. Il y a des choses qui sont claires. C'est un peu ce que laisse comprendre ce schéma un peu complexe qui s'affiche à l'écran. Vous avez donc les trois grandes composantes de la décentralisation. En haut, le bloc communal qui se compose donc des communes et de leurs intercommunalités, à gauche les départements, à droite la région, et vous avez des pictogrammes qui montrent que quand même il y a un ensemble de compétences qui sont spécifiquement attribuées à des niveaux et qui ne sont pas partagées avec les autres. Ça, c'est des choses que vous avez évidemment en tête. La compétence sur les établissements scolaires, elle est très précisément répartie entre élémentaire, maternelle et élémentaire pour le bloc communal et surtout pour les communes, les collèges pour les départements, lycées pour la région. Ça, c'est typiquement l'exemple d'une spécialisation de compétences. Il y a un niveau qui est compétent et en aucun cas les autres niveaux peuvent intervenir sur cette compétence. Donc, ça permet de montrer ici qu'il y a quand même un certain nombre de compétences, l'aménagement, le développement économique au niveau de la région, l'action sociale au niveau des départements, tout ce qui relève de l'urbanisme, de proximité, des services à la population, des équipements, qui est clairement du niveau communal et intercommunal. Mais ensuite, vous avez tout un ensemble de pictogrammes ici qui montrent qu'il y a beaucoup de politiques qui ont vocation à rester partagées
entre les différents niveaux, soit parce que, évidemment, tout un ensemble de politiques publiques ne peuvent pas être exercées uniquement à une échelle macro ou à une échelle micro. Ça nécessite une forme de coordination parce que, bien sûr, il y a besoin aussi de soutien des niveaux macro au niveau plus local pour la mise en œuvre des politiques publiques, parce que le législateur aussi a souhaité que dans certains domaines, je pense notamment les questions de culture, les questions de sport, voilà, on pourrait en citer encore certains autres, le législateur a souhaité que les compétences soient susceptibles d'être exercées encore par l'ensemble des niveaux. Donc, le premier message que je souhaite vous faire passer, c'est que la spécialisation des compétences, cette idée donc qu'il y aurait un qui fait quoi bien identifié, c'est plutôt quelque chose qui s'est renforcé dans la décennie passée. On a plutôt, à travers ces textes juridiques, à travers également la contrainte financière, à travers des règles qui empêchent aussi les maîtres d'ouvrage de projets locaux de faire financer leurs projets de manière trop importante par d'autres niveaux. À travers tout un ensemble de dispositifs, on a plutôt renforcé cette logique de spécialisation des compétences et donc vous aurez plus facilement la capacité aujourd'hui d'identifier quel est l'acteur pertinent sur telle ou telle politique que ça n'aurait été le cas il y a 15 ans. Pour autant, on reste quand même dans une logique de partage de compétences pour un certain nombre de politiques. Et puis, je veux insister là-dessus aussi, on reste dans notre logique constitutionnelle, qui est celle de l'article 72 de la Constitution, qui insiste bien sur la libre administration des collectivités territoriales. Et la libre administration des collectivités territoriales, ça veut dire aussi que chaque niveau est légitime pour régler les problèmes qui sont de son ressort, que chaque niveau a une forme d'autonomie politique qui lui donne la légitimité d'agir. Et ça, c'est aussi une grande spécificité de la décentralisation française. Il y a beaucoup d'autres systèmes, notamment chez nos voisins européens. Prenons l'exemple de l'Italie, par exemple, qui n'est pas un pays fédéral, qui n'est pas vraiment un pays régionalisé, qui est un pays où l'État central est fort, qui est un pays où le maillage communal est également très fort. Malgré ça, il y a une forme de subordination entre niveaux de collectivité territoriale. Les régions sont là pour organiser l'action des autres niveaux, l'action des communes. Elles ont également la possibilité d'encadrer, pardon, l'action des provinces, mais également la possibilité d'encadrer l'action des communes. Ça, c'est vraiment une particularité, une différence du système italien par rapport au nôtre. On reste en France dans l'idée que chaque niveau est souverain dans son périmètre et ça fait que chaque niveau continue à intervenir dans beaucoup de domaines. Ça, c'était le premier élément sur lequel je souhaitais insister pour comprendre le système actuel et les grandes évolutions qui ont eu lieu sur la période récente. Le deuxième élément sur lequel je vais particulièrement insister ce matin, c'est la question de l'intercommunalité. La grande transformation en termes de gouvernance territoriale des 15-20 dernières années, c'est la montée en puissance de l'intercommunalité. Vous avez ici à l'écran la carte de l'intercommunalité en Île-de-France en 2015, c'est-à-dire à la veille de la mise en œuvre des grandes réformes qui ont eu lieu dans les années 2010. Vous avez en tête que, il y a eu donc ces textes, la loi MAPTAM, modernisation de l'action publique territoriale, affirmation des métropoles de 2014. Je vous renvoie à la slide de tout à l'heure sur la chronologie à laquelle vous pourrez vous reporter. Il y a la loi NOTRe également de 2015, loi Nouvelle Organisation territoriale de la République. Elles ont généralisé l'interco, elles les ont renforcées, elles ont guidé la recomposition intercommunale. Tout ça a été mis en œuvre au 1er janvier 2016. Donc à la veille de 2016, en 2015, voilà à quoi ressemblait la carte intercommunale de l'Île-de-France. Vous l'apercevez sûrement très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Nous avions 113 intercommunalités en Île-de-France, un paysage très morcelé, des intercommunalités de petite taille, y compris dans le cœur d'agglomération, et tout un ensemble de territoires qui n'étaient même pas entrés en intercommunalité. La grande évolution de la dernière décennie, c'est la généralisation et le renforcement de l'intercommunalité qui devient un acteur central de la mise en œuvre des politiques publiques. Vous avez ici la carte de l'interco telle que vous la connaissez, telle qu'elle existe euh, en Île-de-France. On a divisé par deux le nombre d'intercommunalités par rapport à 2015, hein. On a désormais 62 intercommunalités plus une, selon la manière dont on compte, hein. Vous avez en tête les intercommunalités de droit commun qu'on trouve en grande couronne, les communautés de communes, les communautés d'agglomération et la communauté urbaine sur la vallée aval de la Seine, Grand Paris Seine-et-Oise.
et puis une organisation spécifique à deux niveaux. Je vais y revenir bien sûr dans le cœur d'agglomération avec les établissements publics territoriaux, en jaune ici, et la métropole du Grand Paris. C'est pour ça que je dis 62 plus 1, c'est-à-dire le plus 1, c'est la métropole du Grand Paris, avec à l'intérieur du périmètre de la métropole les 11 établissements publics territoriaux qui sont des intercommunalités avec un statut particulier. Une fois de plus, l'élément central pour comprendre les évolutions, c'est cette question de la montée en puissance d'intercommunalité. J'en finis sur les aspects quantitatifs. Je vous ai mis ici euh, quelques visuels qui permettent de comprendre la révolution qui a été cette phase de 2016 avec, voilà, en 2016 a été créée la métropole, ont été créés les EPT, ont été fusionnés un certain nombre d'intercommunalités en grande couronne, donc on a divisé par deux le nombre d'intercommunalités en Île-de-France. Elles sont deux fois plus nombreuses en nombre de communes. Dans chaque intercommunalité, on trouve deux fois plus de communes qu'avant avant 2016. Et puis, elles ont également énormément cru en nombre d'habitants. Donc, on est sur des acteurs qui ne sont plus du tout à la même échelle que ce qu'on avait pu connaître avant. Euh, Même chose que tout à l'heure. Est-ce que je peux répondre clairement au qui fait quoi au niveau local? C'est-à-dire, est-ce que je suis capable de vous dire que font les communes, que font les intercommunalités, que font les différents types d'intercommunalités? Je vais vous faire une réponse qui est du même acabit que tout à l'heure pour l'ensemble des collectivités. À la fois, on est bien sur une logique de spécialisation des compétences. Vous avez ici un tableau auquel vous pourrez vous référer qui essaye de simplifier, parce que quand on regarde les textes de loi, les choses paraissent relativement simples. Il y a des grands blocs de compétences qui ont été transférés aux intercommunalités. On a en tête un certain nombre de compétences dans le champ de l'aménagement, des compétences beaucoup dans le champ du développement économique. Là, on est vraiment sur une action très intercommunale de développement économique, tout un ensemble de choses sur les services urbains, l'habitat et la politique de la ville, notamment pour les intercommunalités urbaines. Ça, c'est quand on regarde le texte de loi, on a un ensemble de compétences obligatoires, ça paraît assez clair. Néanmoins, deux choses. Ce que montre ce tableau, c'est que ça peut varier de manière assez importante d'un type d'intercommunalité à l'autre, hein. Là, vous avez ici on va dire les cinq types d'intercommunalités qu'on rencontre en Île-de-France avec cette particularité de la MGP et des EPT. Il y a un autre type qui est la métropole de droit commun, mais qui donc n'existe pas en Île-de-France, qui existe dans les grandes villes de province. Donc on voit bien ici que selon les statuts, les compétences qui sont affectées peuvent varier. Surtout, je pense que vous avez en tête que les compétences exercées par les intercommunalités, elles dépendent des choix locaux. On a un bloc de compétences obligatoires. Au sein de ce bloc de compétences obligatoires, il y a des marges de manœuvre pour les communes pour choisir la partie de la compétence qu'elles souhaitent transférer à l'intercommunalité et la partie qui reste au niveau communal. Donc on va avoir des choses relativement à la carte. Et en plus de ça, il y a tout ce qu'on appelle les compétences supplémentaires. Ici, vous avez à l'écran par Pardon, grand... monsieur. Oui, Excusez-moi, est-ce que vous pourrez revenir juste bien sûr, bien à la sûr. diapo précédente et traduire les acronymes, parce que c'est souvent une des difficultés qu'on a. Mhm. Déjà dans les titres des types d'intercommunalité. Oui, je vous les redonne. Donc effectivement, vous avez de gauche à droite donc MGP Métropole du Grand Paris, qui est la plus grande intercommunalité française concentrée sur le cœur de l'agglomération parisienne, hein. Paris et 130 communes de son pourtour, essentiellement petite couronne, quelques communes de l'Essonne et une commune pardon, du Val d'Oise. Ensuite, les établissements publics territoriaux, EPT, qui sont des intercommunalités très spécifiques, j'y reviendrai, à l'intérieur de la MGP, qui sont néanmoins statutairement des entités autonomes, séparées de la MGP. Ce ne sont pas des déconcentrations, ce ne sont pas des périmètres d'action de la MGP, ce sont bien d'autres acteurs qui s'ajoutent à la MGP dans le périmètre de la Petite Couronne. CU, c'est communauté urbaine, il y en a une seule en Île-de-France, donc sur la vallée aval de la Seine, elle s'appelle Grand Paris Seine-et-Oise. Ce sont c'est un vieux statut d'interco qui existe depuis les années 60 et qui était là pour les plus grandes villes, et donc qui est plutôt une intercommunalité. On le voit, elle exerce quasiment toutes les compétences possibles du bloc local. Elle est très intégrée, c'est le terme qu'on utilise. Ensuite, la communauté d'agglomération, CA, qui est plutôt
le régime courant dans les agglomérations moyennes de province et qu'on va trouver beaucoup en Île-de-France. Et puis CC, c'est la communauté de communes, on va dire que c'est l'intercommunalité la plus légère, la moins intégrée. Je vais relativiser ce propos-là tout à l'heure, qui est particulièrement présente plutôt dans les zones rurales. Donc là, on a un peu toute la gradation des statuts d'intercommunalité. On le voit avec une logique territoriale, a priori, même si c'est pas toujours aussi simple que ça. Et puis après, je rentrerai pas dans le détail, mais effectivement, les acronymes que vous avez ici, c'est expliqué en bas à droite, hein, ça correspond aux principaux documents de planification qui sont de la compétence de tel ou tel niveau d'intercommunalité. Donc vous avez par exemple la MGP, elle a un SCOT, un schéma de cohérence territoriale, c'est son document de planification urbaine. C'est un document qu'on peut retrouver habituellement dans d'autres types d'intercommunalités. Vous avez les plans locaux d'urbanisme avec leurs différents déclinaisons, les plans climat, air, énergie métropolitains territoriaux, les plans qui existent également dans le domaine de l'habitat, PLH, et puis plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement au niveau de la MGP. Je suis désolé, une fois de plus, pour vraiment aborder chacun de ces points de manière détaillée, il faudrait 12 séances comme celle-ci. L'idée est de donner quelques éléments. Je suis vraiment à votre disposition pour un échange tout à l'heure. Et puis même si vous souhaitez me solliciter, je vous guiderai vers des références que vous pouvez exploiter pour creuser tout ça. Là, l'idée est de vous donner quelques éléments de repère, même si je suis bien conscient qu'il y a une forme de complexité à la fois de l'organisation elle-même et de tout le langage, de tous les acronymes qui vont avec. Donc voilà, deuxième élément un petit peu pour complexifier les choses sur les compétences intercommunales, j'ai dit, vous avez un socle de compétences obligatoires qui dépend du statut de l'intercommunalité, qu'on a un peu résumé dans le tableau précédent. Ici, je vous montre, alors ça, c'est pas du droit, c'est un recensement de ce qui se passe en Île-de-France. Un institut Paris-Région, on suit de très près les intercommunalités franciliennes et on a été regarder, on a inventorié toutes les compétences qui ont été prises par les différentes intercommunalités. Et ça donne ces différents schémas, vous voyez, par grands types de politiques publiques, les transports, l'aménagement, la culture, je ne vais pas tous les citer. Ensuite, avec des sous-catégories. Et donc ça, c'est toute la diversité de ce que font les intercommunalités franciliennes. Donc je ne suis pas en train de vous dire qu'elles font toutes ça, mais on trouve en Île-de-France des intercommunalités qui interviennent dans toute cette diversité de champs de compétences. Et donc c'est ça qui fait aussi la complexité, c'est que véritablement, ça dépend des choix locaux. La seule solution pour savoir ce que fait une intercommunalité, c'est d'aller regarder, premièrement, donc, ses statuts pour savoir ce qui a été transféré concrètement par les communes. Et donc ça, c'est des données qu'on met à disposition, hein. Vous pourrez trouver ça sur notre site internet. Si on veut essayer de comprendre les choses de manière un petit peu plus rationalisée, moi, je vous propose une approche qui se ferait par les finances. On analyse les comptes des intercommunalités via les données qui sont mises à disposition par l'OFGL, hein. Là aussi, je pourrais vous indiquer si ça vous intéresse où trouver ces ressources-là. Ça, quand nous, on consolide à l'échelle francilienne, on peut dire ce que font les intercommunalités en regardant concrètement où est-ce qu'elles dépensent. Et donc là, vous voyez, les choses sont un peu plus simples. On voit que, alors, les termes peuvent être un peu trompeurs. Euh, Derrière environnement, on voit que c'est le premier poste de dépense des intercommunalités franciliennes. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a avant tout des grands services urbains et notamment les déchets. Les déchets, la collecte, le traitement des déchets, c'est la première dépense des intercommunalités en France et en Île-de-France. On va trouver aussi bien sûr d'autres compétences comparables, je pense notamment sur l'eau et l'assainissement. Une fois qu'on a dit ça, on voit aussi que les intercommunalités interviennent beaucoup dans le domaine de l'aménagement et de l'habitat. C'est une compétence, ce sont des compétences obligatoires pour tout un ensemble de niveaux intercommunaux et donc c'est cohérent. On voit aussi transport, notamment en investissement. Un certain nombre d'intercommunalités, vous savez qu'en Île-de-France, on a une organisation spécifique avec Île-de-France Mobilité. Transport, ça va être surtout des politiques plus locales, notamment liées à la voirie, au stationnement. Et puis, beaucoup de politiques d'équipement. C'est pour ça que culture, vie sociale, jeunesse, sport et loisirs ressort fortement. Les intercommunalités interviennent beaucoup dans le domaine des équipements culturels, des équipements sportifs. Euh,
Du point de vue financier, vous montrez également ces données-là. Donc, vous avez en haut un graphe sur les dépenses de fonctionnement, en bas sur les dépenses d'investissement. Les traits continus bleus, ce sont les intercommunalités, communautés d'agglomération, communautés de communes françaises. Donc, ça, c'est la tendance française. En pointillé, vous avez les équivalents en Île-de-France, les communautés d'agglomération et les communautés de communes franciliennes. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que partout, on a une montée en puissance dans le temps de l'intercommunalité, c'est-à-dire que le poids des dépenses intercommunales dans l'ensemble du bloc local, c'est-à-dire si on prend l'ensemble des politiques publiques administrées par les communes et les intercommunalités, si on regarde ce qui relève des intercommunalités par rapport à cet ensemble, on voit qu'il y a plutôt un accroissement du poids des dépenses intercommunales par rapport donc à ce qui est pris en charge par les communes. Il y a plutôt une montée en puissance. Ce qu'on voit aussi, c'est que l'Île-de-France est plutôt moins intercommunalisée que le reste de l'Île-de-France. On voit que le poids des intercommunalités dans les dépenses du bloc local sont largement plus basses en Île-de-France que ce qui est constaté dans le reste de la France. C'est une manière aussi de vous dire, je vous ai montré des tableaux avec le droit, je vous ai montré des graphiques avec les compétences très diverses qui sont prises en charge par l'intercommunalité. Là, je vous montre une approche financière qui vous permet de comprendre qu'en Île-de-France, les transferts de compétences, en réalité, ils sont moins nombreux que dans la moyenne de la France et que beaucoup de compétences, en réalité, sont encore exercées par les communes. Une vision territoriale, sur ce même indicateur qui est le poids des dépenses intercommunales dans l'ensemble des dépenses locales, c'est-à-dire commune plus une intercommunalité, on voit que ça dépend beaucoup des territoires. Vous avez à gauche le fonctionnement, à droite l'investissement. Vous voyez qu'il y a des territoires qui vont avoir des intercommunalités qui sont intégrées, qui ont des compétences, qui ont des politiques publiques beaucoup plus développées dans certains territoires. Et vous voyez, ça va un petit peu à rebours de ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai évoqué le fait que en général, les intercommunalités urbaines sont censées être celles qui ont le plus de compétences, hein. On a parlé de la communauté urbaine, de la métropole, ce sont censées être celles qui ont le plus de compétences exercées à la place de leur commune. On voit que quand on a une approche financière, c'est pas ça qui se traduit aujourd'hui en Île-de-France. Vous avez beaucoup d'intercommunalités plutôt du pourtour rural de l'Île-de-France qui, par rapport à leur commune, sont plutôt plus présentes que ce qu'on constate dans le cœur d'agglomération, avec un cœur d'agglomération où les communes restent des communes de grande taille, beaucoup d'habitants, beaucoup de moyens techniques, des moyens financiers. On sait que c'est compliqué, mais néanmoins, des politiques publiques qui sont encore largement mises en œuvre au niveau communal dans le cœur de l'agglomération. Donc ça, c'est pour le schéma général. Vous avez en tête que, je pense que vous connaissez le système décentralisé français classique, le système commune, département, région, c'est quelque chose qui est bien intégré, maîtrisé, et bien sûr, plus fortement chez des acteurs locaux comme vous. C'est pour ça que j'insiste plutôt sur les éléments d'évolution récente. La grande question d'évolution de France, ça a été bien sûr la question du Grand Paris. Ce que je vous ai montré juste avant, c'est que l'intercommunalité, ça a été le grand mouvement de transformation de l'action locale sur la période récente. La question du Grand Paris, elle s'est traitée via la solution intercommunale. La métropole du Grand Paris aurait pu être autre chose qu'une intercommunalité. On aurait pu considérer que répondre à la question métropolitaine en Île-de-France, c'est-à-dire répondre à des enjeux très spécifiques d'une zone très dense en habitants, très dense en emploi, très dense en mobilité, particulièrement impactée par les questions de changement climatique, particulièrement impactée par les questions de pauvreté, particulièrement concernée par des questions de transition économique. On aurait pu considérer qu'on créait un acteur spécifique pour traiter ces sujets-là. Ce n'est pas le choix qui a été fait. Le choix qui a été fait, ça a été que l'organisation intercommunale permette de traiter ces questions qu'on appelle de niveau métropolitain. J'y reviens. Je vous propose ici, je ne vais pas m'attarder dessus, là aussi une frise chronologique à laquelle vous pourrez vous reporter pour insister sur le fait que l'organisation telle qu'on la connaît, elle est le fruit d'une histoire longue et de débats politiques importants, notamment dans les années 2000. En réalité, c'est beaucoup plus ancien que ça, hein. On parle de Grand Paris depuis les années 30 en Île-de-France. Néanmoins, le débat s'est fortement accéléré dans les années 2000 et a abouti à la création de la métropole du Grand Paris. Voilà, comprendre ces différents débats et ces évolutions, ça permet de rendre un peu plus intelligible l'organisation qu'on a aujourd'hui, qui est relativement complexe. Je vous propose une ressource en la matière. Donc, vous voyez ici la carte de la métropole du Grand Paris. Donc, vous avez bien en tête que
C'est donc Paris plus 130 communes qui l'entourent, concentrées presque exclusivement sur le cœur de l'agglomération parisienne, sur les départements de Petite Couronne. La métropole du Grand Paris, eh bien, une intercommunalité spécifique, avec un cadre juridique particulier qui régit son action. Néanmoins, c'est bien la même chose que partout ailleurs en France. On a bien un établissement public de coopération intercommunale, EPCI, qui s'appelle Métropole du Grand Paris, c'est-à-dire un établissement public, ce n'est pas une collectivité territoriale, c'est un acteur spécialisé qui tient ses compétences du transfert par les communes. Une commune, elle a la compétence générale, elle est susceptible d'intervenir dans tous les domaines d'action publique. Une intercommunalité, ça ne peut intervenir que dans les champs de compétences que ces communes lui ont confiées, lui ont transférées. C'est un établissement public. Donc avec des compétences spécifiques, fléchées. Je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, les compétences des intercommunalités, ça dépend du statut juridique. Dans le cas de la métropole du Grand Paris, les compétences sont très spécifiques. Vous avez un tableau donc, je ne vais pas détailler tout de suite, auquel vous pourrez vous reporter, qui permet de comprendre que cette métropole, elle est spécialisée dans certains champs très spécifiques. Elle est spécialisée notamment dans le champ de l'aménagement. Elle peut mettre en œuvre des opérations d'aménagement dites d'intérêt métropolitain, c'est-à-dire des choses que les communes ont considérées comme relevant d'un niveau supérieur, qui ont été transférées par les communes. Elle a toute une politique d'équipement également. Elle a tout un ensemble de compétences dans le champ du logement, qu'elle exerce peu encore à ce stade, du fait de la complexité de mettre en place une vision commune sur la question du logement à cette grande échelle, mais elle a été créée beaucoup dans l'idée de répondre à la crise du logement dans le cœur d'agglomération et de porter tout un ensemble de politiques dans le domaine du logement. Elle a une compétence très spécifique aussi sur la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Je ne vais pas toutes les lister, mais c'est une manière de bien faire passer le message que cette métropole, elle est spécialisée sur certains champs de compétences qui lui sont propres et qui sont totalement différents de ce qu'on peut trouver dans les métropoles de province. Et je vais compléter un petit peu ce propos. La grande particularité, et ça c'est vraiment purement et spécifiquement le cas de la métropole du Grand Paris, la grande particularité de cette métropole, c'est d'être une métropole à deux niveaux. Je l'ai déjà un peu évoqué tout à l'heure. Au sein de la métropole, vous trouvez ce qu'on appelle les EPT, les établissements publics territoriaux. Vous en avez 11. Ce n'est pas le cas de Paris, hein. Paris n'est pas un établissement public territorial. Paris a son statut particulier de ville-département, membre de la MGP, certes, mais autour, vous avez ces 11 territoires qui eux-mêmes sont des intercommunalités. Donc, si ce n'était pas quelque chose qui était clair pour tout le monde, on est en Île-de-France dans un cas très particulier qui n'existe nulle part ailleurs en France. Vous avez deux niveaux d'intercommunalité, la métropole du Grand Paris qui a ses compétences et les EPT, pleine commune, Est Ensemble, etc., etc., qui ont également un certain nombre de compétences et qui les exercent de manière autonome. Autonome, pas complètement, qui les exercent bien sûr en lien avec leurs communes membres, mais qui les exercent de manière totalement autonome de la métropole du Grand Paris. Il n'y a pas de système de subordination entre la métropole et les EPT, il n'y a même pas véritablement de système de coordination entre les deux. Et les EPT, ils vont assez largement exercer les communes qui exercent les intercommunalités ailleurs en Île-de-France et ailleurs en France. Vous allez beaucoup trouver à ce niveau-là des opérations d'aménagement, vous allez trouver beaucoup de développement économique, vous allez trouver beaucoup les services urbains, hein, déchets, etc. Vous allez trouver les politiques d'habitat, la politique de la ville, donc des choses très nombreuses et des choses qui sont plutôt classiquement ce que fait l'intercommunalité ailleurs en Île-de-France et en France. Voilà, je ne détaille pas plus que ça ce schéma. Je serai à votre disposition pour y revenir si vous le souhaitez. La particularité de la métropole du Grand Paris, c'est son système de financement. On appelle ça classiquement l'usine à gaz. Je ne vais pas vous la détailler. Là aussi, c'est pour ça permet de comprendre un petit peu la particularité de nos systèmes. La métropole du Grand Paris, comme toutes les intercommunalités, elle est financée par, avant tout, de la fiscalité économique qui lui est donc entièrement attribuée et par le système ensuite de ce qu'on appelle les attributions de compensation. Comme toutes les intercommunalités françaises, la métropole, elle bénéficie de ses propres ressources, dotation de l'État, fiscalité, et elle ne garde pour son fonctionnement
que les montants qui correspondent aux compétences qui lui ont été transférées. Ensuite, tout le reste, elle le reverse à ses communes membres selon le système des attributions de compensation. Elle est particulière parce que, une fois de plus, elle a des compétences particulières, parce qu'elle est de très grande taille et parce que on a souhaité, on a créé la métropole du Grand Paris, garantir notamment aux EPT, notamment ceux qui existaient avant cette grande réforme, je pense à Plaine Commune notamment, qui était avant une intercommunalité déjà très intégrée avec beaucoup de compétences, on a souhaité garantir une continuité de financement des territoires qui existaient, notamment des intercommunautés qui existaient avant la métropole du Grand Paris. Ça a abouti à tout ce système de fléchage et de flux financiers entre les différents niveaux que clairement je ne vais pas vous détailler aujourd'hui, et qui aboutit à, donc ça va peut-être vous parler un petit peu plus, à des moyens pour la métropole du Grand Paris qui sont très limités. Alors, je suis désolé, j'ai pas mis à jour pour notre séance d'aujourd'hui ce graphique qui date de 2021, qui serait probablement un peu différent aujourd'hui, mais qui, dans sa logique, reste le même. Je vous ai proposé ici des chiffres qui permettent de comparer avec les deux autres grandes villes, les deux autres grandes métropoles françaises que sont Marseille et Lyon. Vous voyez en dépenses de fonctionnement, vous ne voyez même pas la métropole du Grand Paris, vous ne voyez pas donc tout à gauche, vous voyez en jaune Aix, Marseille-Provence, en vert Lyon, les montants qui sont donc les dépenses de fonctionnement de ces intercommunautés. Vous ne voyez pas la métropole du Grand Paris, tellement ces dépenses sont basses. Pour les dépenses d'investissement, c'est assez comparable en termes de raisonnement. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire là? Je suis en train de vous dire qu'au regard du mécano et du système de redistribution qui était évoqué dans la slide précédente, la métropole du Grand Paris, comme à ce stade, elle a peu de compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres, elle reverse la quasi-totalité des financements légaux dont elle bénéficie, hein, une fois de plus, des dotations de l'État, de la fiscalité. La quasi-totalité, elle le reverse aux communes qui elles-mêmes ensuite vont financer les EPT. À cette métropole du Grand Paris, c'est une manière de répondre au qui fait quoi. Si on regarde l'affichage juridique, la métropole du Grand Paris, elle a été créée pour être un acteur majeur de portage des politiques publiques dans le cœur d'agglomération. On a vu qu'elle a tout un ensemble de compétences spécifiques qui lui sont transférées. À ce jour, même si elle a mis en œuvre un certain nombre de politiques publiques, même si elle monte en puissance, on voit que par rapport à d'autres métropoles de droit commun, ses moyens restent très limités, à la fois parce que de fait, elle a des moyens légaux qui sont trop limités par rapport à l'ambition qu'on lui donne, mais surtout parce qu'à ce stade, elle a eu peu de transferts de compétences depuis les communes, et donc elle reverse une bonne partie de ses moyens à ces communes qui continuent à porter l'essentiel des politiques publiques au niveau local. Comment ça s'explique? Ça s'explique évidemment par notre histoire propre, par un débat politique français en particulier. Je veux insister quand même sur quelques éléments qui permettent de comprendre, là aussi, de répondre à la question du qui fait quoi. On a une particularité institutionnelle en Île-de-France que vous avez peut-être en tête, qui est le fait que tout un ensemble de politiques publiques importantes et coûteuses ne sont pas mis en œuvre par les communes, ne sont pas mis en œuvre par les intercommunalités, mais sont mis en œuvre par des syndicats de communes ou euh, euh, des syndicats mixtes, donc qui rassemblent plusieurs niveaux de collectivité. C'est tout un ensemble de politiques structurantes et coûteuses qui sont mis en œuvre par ces acteurs spécialisés que sont les syndicats. Vous avez ici en haut à gauche le SIAP pour l'assainissement, vous avez le CEDIF pour l'eau, vous avez le SICTOM pour les déchets. Vous voyez avec à chaque fois des périmètres différents parce que ces syndicats, ils ont été créés par les volontés concordantes de leurs communes membres ou de leurs collectivités membres. Et en Île-de-France, encore beaucoup, beaucoup de politiques structurantes et coûteuses, qui sont ces politiques de services urbains, sont prises en charge par ces syndicats. Ce qui n'est plus le cas, je reviens à ma slide précédente, ici, vous avez à Lyon des dépenses de fonctionnement qui sont bien plus importantes au niveau de la métropole, parce que la métropole, elle a
tout un ensemble de compétences sur les services urbains qu'elle assume elle-même et qui ne sont pas assumées par les communes et qui ne sont pas assumées par des syndicats. C'est la même chose pour les transports. À Lyon, la métropole, elle est largement compétente dans le champ des mobilités et des transports. En Île-de-France, vous avez en tête que c'est le syndicat, il s'appelle encore comme ça enfin, juridiquement, hein, le syndicat des transports d'Île-de-France, officiellement Île-de-France Mobilité, qui met en œuvre un certain nombre de politiques dans le domaine des mobilités. C'est là aussi une particularité francilienne qui explique que nos intercommunalités, et spécifiquement la métropole du Grand Paris, ont des compétences et des dépenses moins importantes qu'ailleurs. Je complète ce propos-là avec aussi une slide sur la question de l'aménagement, qui est un peu moi plus mon cœur de compétence. Vous avez en tête que en Île-de-France, nous conservons dans le domaine de l'aménagement tout un ensemble d'acteurs qui ne sont pas des acteurs intercommunaux, qui ne sont pas des acteurs métropolitains. Vous avez bien sûr les grands établissements publics d'aménagement qui sont sous la tutelle de l'État. Vous avez encore des acteurs d'aménagement qui sont euh, pilotés avec une place forte des départements dans leur gouvernance. Vous avez encore des acteurs d'aménagement, et c'est la même chose d'ailleurs chez les bailleurs dans le domaine du logement, des acteurs qui sont plutôt de niveau communal ou de niveau pluricommunal et donc on ne retrouve pas finalement dans l'action intercommunale ou dans l'action métropolitaine. Ça, c'est une manière aussi, je vous ai dit, c'est difficile de répondre précisément à qui fait quoi. C'est une manière d'insister sur le fait que à la fois, il y a une sorte de permanence d'organisation qui existait précédemment, et même si les textes nous disent que dans tel ou tel domaine, c'est l'intercommunalité qui est devenue l'acteur central, en réalité, il existe encore des actions qui sont menées par des acteurs qui intervenaient précédemment, communes, départements, etc. Et puis surtout, ça dépend beaucoup des contextes locaux. Vous allez avoir des territoires où l'intercommunalité va avoir un bailleur social, l'intercommunalité va avoir un aménageur. Vous allez avoir des territoires où ça va rester encore de niveau très communal. Quelques éléments Est-ce, pour... Oui, pardon, excusez-moi, mais est-ce que vous pourriez donner une définition assez brève de ce que sont les SEM et les SPL d'aménagement? oui, alors SEM, donc ça veut dire Société d'économie mixte. Ça, c'est le vieux modèle de l'aménagement en France. Donc des sociétés qui ont vocation à intervenir dans le champ industriel et commercial pour réaliser des opérations d'aménagement pour le compte de territoires locaux, hein. Donc quand une opération d'aménagement est concédée historiquement, ça s'est beaucoup fait comme ça en France. Elles étaient concédées à des sociétés d'économie mixte qui elles-mêmes avaient une gouvernance à la fois territoires locaux, donc un capital abondé par les territoires locaux, mais aussi éventuellement par des acteurs privés et des acteurs mixtes du type de la Caisse des dépôts et consignations. Ça, c'est le modèle historique. Du fait du droit de la concurrence, le système des sociétés d'économie mixte a un peu perdu de son intérêt, puisque les sociétés d'économie mixte, à partir des années 2000, ont dû être mises en concurrence avec les acteurs privés sur les concessions d'aménagement, d'où l'émergence d'autres dispositifs, notamment les SPL, effectivement, les sociétés publiques locales, notamment SPLA, Sociétés publiques locales d'aménagement, qui, pour le coup, sont des sociétés entièrement à gouvernance à capitaux publics et qui sont susceptibles de se faire concéder des opérations d'aménagement sans mise en concurrence. Donc voilà, ça c'est un peu spécifique au monde de l'aménagement. Cette slide, elle a plus une vocation illustrative que pour vous faire vraiment rentrer dans la question de la gouvernance de l'aménagement, mais c'est vrai que la question de l'aménagement, typiquement, c'est un bon exemple pour essayer de montrer que d'une part, les compétences, elles ne sont pas du tout exercées de la même manière partout en Île-de-France. Ça va beaucoup dépendre du contexte local, de la place aussi de l'État, j'insiste là-dessus. Et puis, voilà, ça va aussi, on comprend qu'une fois qu'on a dit bah, la compétence aménagement, l'urbanisme, c'est plutôt une compétence de la commune qui va être beaucoup transférée à l'intercommunalité. La compétence aménagement, c'est une compétence qui est très présente dans l'intercommunalité. En réalité, c'est pas forcément l'intercommunalité derrière qui va réaliser
les opérations, ça va être ensuite transféré, concédé à des opérateurs comme les SPL. Ça peut être aussi ça peut être mis en œuvre par des acteurs très spécifiques qui réunissent le territoire local avec l'État. Ça va être beaucoup en fonction des contextes. Donc voilà, je ne veux pas absolument vous dire que je ne peux pas répondre à la question du qui fait quoi. Répondre à la question du qui fait quoi, ça consiste surtout à comprendre ces grandes lignes directrices et ensuite d'aller regarder sur chaque territoire local quelle est la répartition des compétences entre les niveaux, quels sont les moyens, mais surtout quelle est la répartition des rôles, c'est-à-dire qui fait véritablement. Et en général, les choses se font rarement par un acteur, elles se font de manière collective. Et c'est pour ça qu'on parle de gouvernance de plus en plus, plus que de gouvernement local. J'en termine parce que je vous en prie, pour qu'on puisse éventuellement échanger quelques éléments que je veux, là aussi, sur lesquels je veux attirer votre attention pour que vous puissiez approfondir par la suite. Euh, Vous l'avez compris, moi je considère que avoir un regard purement juridique sur les choses, ça ne permet pas de répondre à la question du qui fait quoi. Une fois de plus, il y a des textes juridiques, mais ensuite, il y a des questions de comment ils sont mis en œuvre euh, par les acteurs locaux qui sont, une fois de plus, autonomes et souverains. Et puis, ça va dépendre aussi beaucoup des moyens qui sont mis à la disposition des collectivités. Et là-dessus, je voulais insister auprès de vous sur le fait qu'on a changé d'époque dans la décennie qui est derrière nous. On avait des collectivités qui avaient des moyens relativement importants suite aux grandes lois de décentralisation, qui avaient des moyens sur lesquels elles avaient la main, c'est-à-dire notamment de la fiscalité, avec un pouvoir de taux, c'est-à-dire une capacité à faire bouger la ressource en fonction des besoins. Ça, c'est quand même assez largement derrière nous. Je ne vais pas détailler ces graphiques, on n'en a pas le temps, c'est un sujet à part entière. Là aussi, on pourrait se faire une pleine séance sur le sujet. Mais la tendance très forte de la dernière décennie, même depuis, on va dire depuis début 2010, ça a été quand même à la fois de contraindre les moyens des collectivités territoriales, c'est un sujet que vous connaissez bien, mais aussi de rendre ces moyens moins souples dans les mains des collectivités. On a aujourd'hui beaucoup moins de fiscalité. Qui participe au financement des collectivités, beaucoup moins de fiscalité avec pouvoir de taux et de plus en plus des transferts de ressources de la part de l'État sur lesquels les collectivités n'ont pas du tout la main. Vous voyez le cas le plus évident, c'est celui de la région, c'est le graphique de droite. Vous avez en violet les collectivités qui ont dans leur budget de la TVA. Très souvent, la TVA a été utilisée par l'État quand l'État a décidé de supprimer une ressource locale, de la remplacer par la TVA. Bah, typiquement, la TVA, c'est une ressource sur lesquelles les collectivités n'ont pas la main. C'est pas elles qui fixent le taux. C'est une ressource qui est un peu difficile à piloter parce que ça dépend beaucoup de la conjoncture économique. Ben, on voit qu'aujourd'hui, dans le budget des régions, c'est massif. Dans le budget des départements, c'est assez important aussi. On voit surtout que les taxes sur lesquels les collectivités ont la main, la taxe foncière par exemple, hein, pour laquelle il y a encore un pouvoir de taux, même s'il est encadré. Mais on voit qu'aujourd'hui, c'est surtout une question communale. Les communes ont encore largement la taxe foncière, ça reste néanmoins minoritaire. Et ce type de taxe aux mains des collectivités, ça a beaucoup disparu pour les autres niveaux, hein. C'est ce que montrent les graphiques de gauche. Vous avez un peu la transition entre des ressources de type fiscal et des ressources de type plus attribution de ressources ou dotation. Voilà, j'insiste pas plus sur ces graphiques, mais le message que je voulais vous faire passer, c'est que pour comprendre la décentralisation, il faut comprendre un peu cette mutation aussi qui est celle de collectivités qui aujourd'hui ont des moyens plus contraints, mais surtout des moyens moins à leur disposition et sur lesquels elles peuvent jouer de manière de manière beaucoup moins souple. Et ça explique aussi un peu la question des compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les collectivités vont avoir tendance à se concentrer sur leurs blocs de compétences les plus évidents, hein. J'ai évoqué tout à l'heure quelques cas, parce que les moyens sont contraints et parce que la capacité à faire évoluer la ressource est très très encadrée, très limitée. Un élément que j'aime bien aborder, parce que je sais que c'est toujours une question que, que les élus, que les acteurs locaux peuvent se poser. Qu'en est-il dans tout ça des questions de rééquilibrage territorial, de péréquation, de solidarité financière? Je ne vais pas m'attarder, on n'en a pas le temps, mais je vous propose ici une carte qui vous montre une synthèse en fait de tous les systèmes de péréquation qui existent en Île-de-France. C'est-à-dire système de péréquation financière, c'est-à-dire qui consiste à
capter des ressources financières de collectivités qui ont plutôt des situations favorables, du fait de ménages qui sont favorisés, du fait d'une activité économique particulièrement importante, capter une partie de ces ressources au bénéfice de territoires qui, eux, ont plus de contraintes et moins d'avantages, on va dire, en termes d'acteurs économiques et donc de ressources financières. Si on fait le total de tous les dispositifs que je ne vais pas vous détailler, qui sont éminemment complexes, et qu'on les applique à la maille intercommunale, vous voyez une carte qui vous étonne sûrement pas beaucoup, d'un certain nombre de territoires qui sont plutôt prélevés, donc qui vont être contributeurs, dont une partie des ressources vont alimenter des fonds qui ensuite vont eux-mêmes être reversés, on voit ici plutôt à l'est, dans les territoires populaires, qui vont être reversés à des collectivités qui ont moins de moyens. J'insiste là-dessus parce que c'est quand même un élément important de compréhension. Aujourd'hui, vous avez des collectivités qui sont assez fortement impactées par ces prélèvements. Ça devient des ressources non négligeables pour un certain nombre de collectivités et ça devient véritablement un élément déterminant dans le pilotage des collectivités chaque année. Je pense que c'est quelque chose dont vous entendez parler, dont vous allez entendre beaucoup parler. Chaque année, là, j'ai plutôt insisté sur les mécanismes qui vont d'une collectivité à une autre. Il y a aussi tous les mécanismes qu'on appelle de péréquation verticale qui en fait, sont des systèmes de ponction directement sur les dotations que l'État verse aux collectivités. Ça, c'est beaucoup monté en puissance. On n'en parle pas tant que ça dans le débat public, on parle beaucoup des baisses de dotations. On ne parle pas tant que ça de la montée en puissance de la péréquation via les dotations, c'est-à-dire le fait qu'on prennent de la dotation aux collectivités les plus favorisées pour en reverser aux collectivités qui ont plus de difficultés. Ça, c'est quand même quelque chose qui est un élément complexe de pilotage pour les décideurs locaux parce que la montée en puissance de ces dispositifs de péréquation dans des enveloppes de dotation qui elles-mêmes n'évoluent pas, qui sont fermées, ça a des impacts importants et ça a fini finalement par impacter la capacité de collectivités qui avaient des marges de manœuvre relativement importantes. Ça a fini par impacter leur capacité à mener un certain nombre de politiques. Donc, voilà. Je voulais avoir une petite attention sur ce sujet spécifique de la péréquation. Et puis, je voulais finir également pour vous dire que sur la période récente, il y a eu aussi beaucoup d'évolution des modes de scrutin. Je ne vais pas détailler non plus ces cartes, hein, c'est vraiment des illustrations. Ça, c'est un travail qu'on fait pour essayer d'identifier les cumuls de mandats au niveau local, c'est-à-dire les élus qui assurent le lien entre les différents niveaux de collectivité, qui sont conseillers municipaux, mais qui également ont des responsabilités au niveau intercommunal et ou au niveau départemental, au niveau régional et ou avec les mandats parlementaires. Voilà, je veux juste insister sur le fait que les règles en matière de mode de scrutin, les règles en matière de cumul de mandats ont beaucoup évolué dans les 15 dernières années et ça a quand même assez fortement impacté la légitimité des collectivités et la manière potentiellement dont elles sont pilotées, dont elles fonctionnent entre elles et dont elles fonctionnent avec l'État. Mais je ne m'attarderai pas sur cet élément, c'est pour simplement que vous l'ayez en tête. Voilà, je m'arrête là-dessus en vous indiquant un certain nombre de ressources. C'est vraiment juste un tout petit échantillon. Donc sur le site de l'Institut Paris Région, dont vous trouvez l'adresse en bas, il y a une page spécifiquement gouvernance sur laquelle il y a énormément de choses sur l'histoire institutionnelle de l'Île-de-France, sur l'organisation, notamment sur les intercommunalités, sur le fonctionnement spécifique de la métropole du Grand Paris. Vous trouverez également des applications interactives qui permettent d'aller chercher les compétences exercées par l'intercommunalité dans tel ou tel territoire. Voilà, tout un ensemble de ressources, des éléments de comparaison aussi avec d'autres métropoles françaises ou étrangères, tout un ensemble des données financières également, et donc des ressources vers lesquelles vous pouvez qui sont totalement gratuites, vers lesquelles vous pouvez vous tourner pour approfondir. Et puis surtout, nous, notre rôle, hein, j'ai pas précisé ça, l'Institut Paris Région, nous sommes une association de 1901 qui a une gouvernance ouverte aux collectivités franciliennes et qui est à la disposition des collectivités franciliennes pour les accompagner dans la compréhension de tout ça et surtout dans la mise en œuvre de leur politique publique. Donc moi, je suis à votre disposition si vous êtes intéressé pour creuser cette offre. Je vous remercie de votre attention et donc je suis à votre disposition pour quelques échanges.